Bonjour à tous. Nous voici à notre 5e volet de l'anthropologie facile. Pour cette nouvelle étape, nous allons rester dans le domaine de l'affectivité. Nous avons étudié ensemble l'affectivité sous l'angle de la psychologie fondamentale, avec une approche de philosophie de la nature. Aujourd'hui, nous allons nous y intéresser du point de vue médical, du point de vue d'une connaissance plus précise. En nous posant la question suivante, est-ce que l'affectivité est la seule cause de nos actes? C'est Antonella Cappa, neurologue et docteur en neuropsychologie, qui répond pour nous à cette question. Les émotions sont des comportements complexes et plus ou moins stéréotypés. Ces comportements se caractérisent par un type particulier d'expérience subjective et par un certain degré d'activation du système végétatif. En fait, ce que nous percevons lorsque nous ressentons une émotion, c'est notre réponse subjective à un événement, pas à l'événement en soi. L'émotion est la perception de l'état du sujet et pas du monde objectif. Quels comportements pouvons-nous considérer comme des émotions? La rage est une émotion de base. L'amour est un sentiment. Il y a deux caractéristiques principales qui nous permettent de définir qu'est-ce que c'est qu'une émotion: la complexité et la durée. Sur la base de la complexité, les émotions diffèrent des réflexes simples, mais aussi des comportements cognitifs les plus sophistiqués. Parce qu'elles sont moins complexes, par leur nature automatique plutôt qu'intentionnelle, parce qu'elles sont liées à des schémas de réponse relativement fixes. Sur la base de la durée, les émotions sont des réactions de quelques secondes, contrairement aux sentiments qui durent plus longtemps. Les émotions se caractérisent par la présence de manifestations motrices, l'expressivité du mimétisme du visage ou bien le ton de la voix, des manifestations végétatives, fréquence de respiration ou fréquence cardiaque, des manifestations subjectives. Autres caractéristiques typiques des émotions sont les suivantes. Chez les individus de la même espèce, ils se manifestent d'une manière similaire. Ils peuvent être contrôlés par le système cognitif qui peut inhiber, moduler ou simuler la réponse motrice émotionnelle par rapport à des règles ou des motivations de caractère personnel ou social. En fait, pour faire face à un environnement imprévisible et pour sélectionner les plans d'action plus appropriés entre ceux qui sont disponibles, le corps dispose de deux systèmes opératifs. Le système émotionnel, considéré comme un système d'urgence. Le système cognitif, considéré comme un système adaptatif plus complexe et évolué, capable d'élaborer des plans beaucoup plus plastiques. Du point de vue neurologique, il faut distinguer entre la cognition et l'émotion, car elles reflètent des aspects différents, quoique interactifs, de l'organisation du cerveau. La cognition implique le traitement néocortical des informations qui atteignent le cerveau à travers les sens extéroceptifs. Les émotions ne sont pas codées comme informations. Elles sont des états globaux, diffus, générés par des structures subcorticales profondes du cerveau, avec des représentations corporelles viscérosomatiques primitives qui restent mal localisées. En plus, il semblerait que les émotions n'impliquent pas un seul système dans notre cerveau. En effet,
on sait que les émotions sont impliquées dans notre survie. Mais comme les émotions impliquées dans notre survie sont nombreuses et variées, fuir face à un danger, trouver de la nourriture, se reproduire et utilisent chacune des circuits différents, on parle plutôt de cerveau émotionnel. Une partie de notre cerveau très impliquée dans notre affectivité est le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est la partie antérieure du cortex du lobe frontal du cerveau. Cette région est la siège de différentes fonctions cognitives, dites supérieures, notamment le langage, la mémoire de travail, le raisonnement et plus généralement les fonctions exécutives. C'est aussi la région du goût et de l'odorat. C'est l'une des zones du cerveau qui a subi la plus forte expansion au cours de l'évolution. Le cortex préfrontal latéral est associé à l'élaboration des processus cognitifs complexes. Il joue un rôle dans le contrôle exécutif tel que la planification et les raisonnements déductifs, changement de l'ensemble des règles en cours, set shifting, résolution des problèmes complexes, récupération des souvenirs en mémoire à long terme, stratégie d'organisation et mémoire de travail. Le cortex orbitofrontal et le cortex singulaire antérieur sont impliqués dans le processus affectif et motivationnel, à savoir le contrôle du système limbique, inhibition, codage de la valeur motivationnelle d'un stimulus, prise de décision et contrôle de l'action basée sur la récompense, contrôle de l'humeur, comportement social. Le cortex préfrontal est la structure du cerveau qui sous-tend les fonctions exécutives, le contrôle des impulsions et la prise de décision. Le contrôle cognitif se réfère à la capacité de contrôler ses propres actions, son comportement et même ses pensées, et il est une construction multifactorielle. En neuropsychologie, les mécanismes de contrôle sont attribués aux fonctions exécutives. Les fonctions exécutives sont des systèmes de contrôle nous permettant de réguler notre comportement qui est planifié, orienté vers un but, flexible et efficace. Ces fonctions sont liées aux zones préfrontales de notre cerveau. Si nous parlons de cortex préfrontal et de comportement, nous devons parler du patient peut-être le plus célèbre de l'histoire de la neurologie, le monsieur Gage. À l'âge de 25 ans, Gage occupe un poste de chef d'équipe dans les travaux de construction de les voies ferrées en Nouvelle-Angleterre. Alors qu'il est en train de beurrer la poudre dans la faille d'un rocher, il y a une explosion et une barre de fer lui perfore le crâne en le traversant complètement et provoque des dommages au cortex préfrontal de son cerveau. Nonobstant ce traumatisme, Gage n'est pas mort. Soigné pendant long mois, il s'en sort sans déficit neurologique. En dépit de son bon rétablissement physique général, son caractère avait changé. Gage n'était plus Gage. En décrivant son cas, Antonio Damasio affirme « Son caractère, ses goûts, ses antipathies, ses rêves, ses ambitions, tout cela change. Le corps de Gage est bien vivant, mais c'est une nouvelle âme qui l'abrite. » Il avait perdu une des caractéristiques de l'homme, faire des projets pour son propre avenir. Les lésions aux zones préfrontales perturbent profondément le comportement social. Les individus précédemment bien adaptés ne peuvent pas observer les conventions sociales et deviennent incapables de décider avantageusement des questions relatives à leur propre vie.
Damasio pose l'hypothèse que l'émotion joue un rôle biologique dans le raisonnement et la prise de décision. Ces études démontrent que la prise de décision est un processus dépendant de l'émotion et que le dommage au niveau du cortex préfrontal ventromédian empêche la capacité à utiliser les émotions nécessaires à guider les décisions dans une direction avantageuse. Or, comme la perception des émotions concerne le corps, Damasio donne à ce phénomène le terme de perception d'un état somatique. Et puisqu'elle est associée à une image particulière, à la façon d'un repère ou d'une marque, il l'appelle marqueur somatique. Le système neural le plus important pour l'acquisition d'une gamme de marqueurs somatiques est situé dans le cortex préfrontal. Voici le modèle proposé pour la prise de décision. On est dans une situation de prise de décision. Pour arriver à la décision, nous n'utilisons pas seulement des stratégies de raisonnement, mais nous activons aussi implicitement des bias, les marqueurs somatiques, liés à l'expérience émotionnelle précédente associée à des situations comparables. C'est une activation implicite qui, en neuropsychologie, signifie qu'elle n'est pas déclarative, qu'elle n'atteint pas le niveau de la conscience. L'Area Gambling Task est le test utilisé pour étudier les compétences de prise de décision. Les patients porteurs de lésions préfrontales, principalement ventrales et médianes, manifestent un comportement de persévération en privilégiant majoritairement les choix des cartes dans l'état désavantageux, en apparente insensibilité aux conséquences financières désastreuses sur le long terme. Comportement similaire à celui observé dans leur vie quotidienne. Damasio et collaborateurs ont défini ce comportement comme une myopie pour le futur. Nos émotions sont aussi des partenaires privilégiés de notre mémoire, qui, comme l'a dit Marcel Proust, est un édifice immense. Il existe une mémoire accessible à la conscience et qui est verbalisable, mémoire explicite déclarative, est une mémoire implicite, non déclarative, procédurale, indépendante de la première qui porte sur les habiletés motrices. Afin d'étudier la relation entre les émotions et la mémoire, on utilise la paire comme un modèle d'étude. Nous nous concentrons aussi sur la mémoire implicite et non déclarative, et en particulier sur l'apprentissage associatif, qui est une forme de mémoire implicite, dans laquelle les aspects émotionnels jouent un rôle très important. Les structures cérébrales impliquées sont l'hippocampe pour la mémoire et l'amygdale pour les émotions. Le paradigme expérimental classiquement utilisé est le conditionnement pavlovien de pair. Un exemple classique de la neuropsychologie est l'histoire du petit Albert. Dans cette expérience, la peluche d'un rat a été présentée au bébé. Au début, celui-ci s'est montré curieux, a voulu la toucher et, chose importante, n'a pas été apeuré par ce jouet. Par la suite, chaque fois que le petit Albert touchait le rat, les expérimentateurs frappaient une barre de fer avec un marteau près de la tête du bébé, stimulus inconditionnel, ce qui le faisait sursauter et pleurer, ce qu'on appelle réponse inconditionnée. Quand cette association a été faite suffisamment de fois, approcher la peluche, stimulus conditionnel, de la main du petit Albert, entraînait chez lui un geste de retrait et le faisait pleurer, réponse conditionnée. Depuis,
De nombreuses études ont été menées dans les laboratoires sur des petits mammifères. Les réactions de pair chez les rats sont à la fois comportementales et neurovégétatives, et elles sont sous-tendues par des noyaux situés dans le tronc cérébral. La formation réticulée du tronc cérébral et le thalamus, comme l'hypothalamus, tiennent une place majeure dans le contrôle de l'homéostasie et des rythmes d'activité qui dominent la vie. En effet, notre émotion sont la collection d'actions qui se produisent de manière automatique et inconsciente dans le cerveau et le corps, viscères, cœur, cerveau, dans différentes situations de la vie. Et puis, il y a les sentiments qui, eux, sont la perception consciente de cette musique intérieure, le portrait de ce qu'il se passe dans le corps. Le système de recherche désir, de but général d'appétit et de motivation est essentiel au fonctionnement efficace de tous les autres systèmes émotionnels. Par conséquent, il est à l'origine de tous les autres, car il nous pousse à explorer le monde et à nous y ouvrir avec curiosité et intérêt, ce qui produit un grand apprentissage spontané et peut se transformer en structure d'habitude et en structure de connaissance. La recherche permet aux animaux et aux humains de trouver et d'anticiper avec enthousiasme toutes sortes de ressources dont ils ont besoin pour survivre, comme l'eau, la nourriture et la chaleur, mais également la créativité et les engagements à jouer qui favorisent le développement de nombreuses compétences, dont elles liées à la passion et aux soins. D'un point de vue pathologique, le système recherche explique l'ensemble des dépendances aux drogues artificielles et sur les compulsions naturelles, jeux, sexualité obsessionnelle. Les circuits de la recherche ont été appelés le système de récompense-plaisir du cerveau, mais celui-ci correspond plutôt à la sensation d'euphorie ressentie lorsque l'on participe avec le monde de façon enthousiaste. Les animaux, bien sûr, ont des émotions. Un des auteurs qui a mieux décrit les émotions des animaux s'appelle Jan Panksepp. Il dit que les animaux ont bien sûr des émotions. Ils ont un système de recherche qui est un système de désir qui nous pousse à nous ouvrir à la vie et qui est à la base de toutes les autres émotions. Comme l'homme est doté d'une conscience, d'une capacité d'élaboration rationnelle, dans l'homme, les émotions peuvent devenir des sentiments, peuvent devenir la perception consciente d'une émotion. Et donc, intégrer tout ça dans des systèmes de mémoire, et ça construit ce que Damasio appelle le soi autobiographique. C'est fondamental de comprendre que nos émotions sont non conscientes. On peut dire qu'on subit les émotions, et donc c'est important de les réélaborer au niveau rationnel, de
prend conscience de ce que s'est passé dans notre corps, aussi au niveau viscéral, dans une manière automatique, de prendre conscience, de élaborer au niveau rationnel tout cela, parce qu'il puisse orienter notre vie dans une manière libre.